Il m'est parfois arrivé de penser que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. On a tellement mal, on se dit que ça n'ira jamais mieux. On pense qu'on n'en sortira jamais. On ne veut plus continuer ainsi. On est prêt à se couper une jambe pour que la dépression s'arrête. Je ne trouvais plus de sens à la vie. Je voulais tout laisser tomber. Mais heureusement, je me suis retrouvé ici. Partout dans le monde, une nouvelle piste pour traiter la dépression est à l'étude. Les chercheurs pensent qu'un dérèglement du système immunitaire pourrait en être à l'origine. De nouveaux traitements verront-ils le jour? Nous espérons que ce médicament pourra aider des patients pour lesquels nous n'avions pas encore de traitement efficace jusqu'ici. C'est probablement l'une des avancées les plus importantes de la psychiatrie biologique de ces 30 dernières années. Notre objectif, c'est de développer une stratégie qui permettra de prévenir la dépression. Alex souffre depuis 11 ans de dépression. Aucun médicament ou thérapie n'ont réellement pu le soulager. Le jeune homme s'est porté volontaire pour participer à une étude menée au King's College de Londres. Je viens ici dans l'espoir que la recherche puisse aider des gens comme moi. Des gens sur lesquels les antidépresseurs n'ont pas vraiment d'effet bénéfique. Ce problème touche environ une personne dépressive sur 3. Pourquoi les traitements n'ont-ils pas d'effet sur certains patients tels qu'Alex? Une question à laquelle les chercheurs tentent de répondre. Comment vous êtes-vous senti ces 2 dernières semaines? Plutôt mal. Je me sens bon à rien. Avez-vous travaillé? Non. À cause de votre état? Oui. Vous est-il arrivé de pleurer? Non, pas vraiment. Je ressens une grande tristesse, une grande douleur intérieure, mais qui ne s'extériorise pas. Les chercheurs pensent qu'un dérèglement du système immunitaire pourrait être en cause chez les patients tels qu'Alex. Que des inflammations pourraient être à l'origine de leur dépression. Carmine Pariante dirige l'étude. Selon lui, cette piste de recherche pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements. Le problème avec la dépression, c'est qu'un tiers des patients ne répond pas aux antidépresseurs classiques. Même lorsqu'on combine et qu'on diversifie les traitements, ils ne font toujours aucun effet chez un tiers des patients. Notre hypothèse, c'est qu'il pourrait s'agir de patients dont l'organisme présente un niveau d'inflammation élevé. Les troubles psychiques pourraient donc aussi être d'origine biologique, et bien plus qu'on ne le pensait jusqu'ici. Arrête de broyer du noir, ne te laisse pas aller, reprends-toi. Ceux qui prodiguent ces conseils ignorent souvent tout de la dépression. Tristesse. Vide. Angoisse. Isolement. Puis la chute. Une séparation, un deuil, le stress au travail, un traumatisme dans l'enfance, l'hérédité, une maladie peuvent en être la cause. Une dépression dure en moyenne de 4 à 6 mois. Chez certains, elle peut s'installer plusieurs années. Et elle peut ressurgir. Les chercheurs du King's College
analysent le plasma et le liquide céphalo-rachidien des patients pour y rechercher des marqueurs de l'inflammation. L'influence du système immunitaire sur le cerveau pourrait être plus importante que supposé jusqu'ici. On a longtemps pensé que le système immunitaire n'exerçait aucune influence sur le cerveau et qu'il ne communiquait pas avec lui. Mais depuis les années 90, on sait que ce n'est pas le cas. En réalité, il dispose de nombreux moyens par lesquels il peut réguler la fonction cérébrale. Même des inflammations minimes et passant inaperçues pourraient avoir un impact sur le cerveau. Que se passe-t-il alors dans l'organisme? Une première phase de l'étude tente de décrypter ce processus. Grâce à cette étude, nous allons pouvoir nous faire une meilleure idée du rôle que joue le système immunitaire dans la dépression. Et c'est en identifiant ces dysfonctionnements que nous pourrons proposer aux patients des traitements adaptés. Los Angeles. À l'Université de Californie, des chercheurs soumettent leurs patients à des tests de stress. George Slavich veut évaluer l'incidence du stress sur le système immunitaire et donc sur la fonction cérébrale. Très récemment, des chercheurs ont fait une importante découverte qui ne figure encore dans aucun manuel de médecine. Ce qu'ils ont découvert, c'est la présence de tout petits vaisseaux, qu'on appelle capillaires, entre le cerveau et la périphérie du corps. Cela signifie que dorénavant, il ne faudra probablement plus considérer le cerveau et le système immunitaire comme deux choses distinctes, car on sait maintenant qu'ils sont reliés entre eux. Cette découverte apporte une preuve supplémentaire du lien étroit qui existe entre souffrance physique et psychique. Autrement dit, une inflammation de notre organisme pourrait avoir une incidence sur notre état émotionnel. Lorsque nous nous blessons ou que des bactéries et des virus s'attaquent à l'organisme, le système immunitaire déclenche une réaction inflammatoire. Les cellules immunitaires fabriquent des protéines appelées cytokines. Certaines d'entre elles vont provoquer une inflammation. D'autres se chargeront de la faire régresser dès que l'agent pathogène aura été supprimé. Mais dans certains cas, l'inflammation persiste. Un phénomène qui, selon les chercheurs, pourrait favoriser une dépression. En cause, les cellules immunitaires du cerveau qui, à leur tour, sécrètent des substances inflammatoires, entraînant une perte d'énergie et une baisse de l'humeur. Des symptômes semblables à ceux de la dépression apparaissent. Désintérêt, perte d'appétit, repli sur soi. Au cours de l'étude, d'autres tests sont venus étayer la thèse des chercheurs. Les scientifiques ont administré à certains participants des substances favorisant l'inflammation. Plus la quantité administrée était élevée et plus les symptômes dépressifs étaient importants. La dépression, cette maladie du siècle, aurait donc plus de causes physiologiques qu'on ne le supposait. Dans le monde, environ 350 millions de personnes souffrent de dépression. Près d'une personne sur 5 traverse au cours de sa vie au moins un épisode dépressif. Selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé, les troubles psychiques tels que la dépression seront d'ici 2020 les seconds troubles les plus répandus après les maladies cardiovasculaires. En France et en Allemagne, le coût des traitements s'élève chaque année à plusieurs milliards d'euros. Les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes. Une profonde tristesse, un sentiment d'isolement, des difficultés à affronter le quotidien. À l'âge de 20 ans, Sandra voulait en finir avec la vie. Elle passera plusieurs mois à l'hôpital. C'est là-bas que j'ai compris qu'il s'agissait d'une maladie. Un nom a été mis sur la maladie, sur mes symptômes, sur ce que je ressentais. Je sentais bien que quelque chose n'allait pas, mais je ne comprenais pas ce que c'était.
Dans la plupart des cas, les personnes souffrant d'une grave dépression se voient d'abord prescrire un antidépresseur. Mais il faut au minimum 2 semaines avant de pouvoir constater l'efficacité d'un traitement. En cas d'échec, un autre médicament est proposé. Comme antidépresseur, j'ai pris de la myrtazapine, du citalopram, du fluoxétine, de la paroxétine, de la sertraline et de la venlafaxine. Mais aucun d'eux ne m'a été d'une quelconque aide. À chaque fois que j'essayais un nouveau médicament, le médecin me prescrivait d'abord une certaine dose. Puis si ça ne marchait pas, il augmentait la dose. Et si ça ne marchait toujours pas, il augmentait encore un peu la dose. Et lorsque ça ne donnait rien, on arrêtait le traitement et on décidait d'en essayer un autre en suivant le même processus. Un problème auquel le psychiatre allemand Tom Pschorr est régulièrement confronté. En tant que membre de la commission allemande du médicament, il a participé à la rédaction de nouvelles directives quant au traitement de la dépression. Aujourd'hui encore, les antidépresseurs restent l'un des principaux recours. Depuis de nombreuses années, leur liste ne cesse de s'allonger, mais aucun d'entre eux n'a représenté de véritable innovation. Les médicaments contre la dépression, comme d'ailleurs tous les psychotropes utilisés pour traiter les troubles psychiques, ont tous été mis au point durant les années 1950. Depuis, nous avons simplement continué à développer ces médicaments en apportant des améliorations, notamment sur le plan des effets secondaires. Pour autant, ces médicaments ne sont pas plus efficaces qu'avant et nous n'avons pas découvert de nouveaux principes actifs. Les antidépresseurs actuels fonctionnent tous selon le même principe. Favoriser l'activité des messagers chimiques du cerveau impliqués dans la régulation de l'humeur et du métabolisme. Les cellules nerveuses utilisent ces messagers chimiques, les neurotransmetteurs, pour communiquer entre elles et transmettre l'influx nerveux. Une fois libérés au niveau des synapses, ils sont diffusés dans l'espace synaptique afin que l'influx nerveux puisse être transmis à un autre neurone. Si la transmission est rompue, les messagers sont détruits ou réabsorbés par la cellule. C'est ce phénomène que les antidépresseurs actuels tentent d'empêcher. Ils jouent le rôle d'inhibiteurs. Ils augmentent ainsi la concentration de sérotonine ou de noradrénaline dans le cerveau, des substances stimulant l'humeur, la motivation et l'activité de l'organisme. Mais chez une importante proportion de patients, les antidépresseurs se révèlent inefficaces. Comment les laboratoires qui les fabriquent et les commercialisent depuis plusieurs décennies s'en expliquent-ils? L'une des raisons est que les mécanismes et processus de fonctionnement des antidépresseurs ne sont pas parfaitement connus. Dans les cas de dépression chronique, modérée ou majeure, les antidépresseurs sont efficaces. Pour le traitement des dépressions légères, leur effet est plutôt limité. Pour autant, la prescription d'antidépresseurs au cours des dernières années s'est nettement accrue. Des statistiques de l'OCDE révèlent qu'en 2013, 1,2 milliard de doses quotidiennes d'antidépresseurs ont été prescrites en France, 25% de plus qu'en 2000. En Allemagne, ce chiffre se portait à 1,5 milliard, soit 138% de plus qu'en 2000. Une augmentation qui n'a cessé de progresser. Mais l'efficacité de ces médicaments fait actuellement débat. Avant leur autorisation de mise sur le marché, les fabricants doivent présenter des études prouvant que leur médicament agit plus efficacement qu'un placebo.
Les antidépresseurs se révèlent plus efficaces que les placebos dans seulement la moitié de ces études. L'autre moitié montre que leur efficacité est équivalente. Mais ces études-là ne sont pas toutes publiées dans les revues scientifiques spécialisées. On sait très bien que certaines disparaissent dans les coffres-forts des laboratoires. L'un de nos confrères a mené l'enquête et a réussi à obtenir de l'Agence américaine de sécurité du médicament une liste de ces études. Il a ensuite regardé combien avait été publié dans la littérature spécialisée. Si on s'en tient à ce qui est publié, les antidépresseurs seraient plus efficaces que les placebos dans 94% des études. Mais en réalité, ce n'est le cas que dans 50% des études. Première source d'information des médecins. Les revues spécialisées ont-elles plus largement publié les études favorables aux antidépresseurs et passé sous silence les moins probantes? Il est de notoriété publique que par le passé, les études publiées sur le sujet ont été majoritairement positives. Lilly a publié les données de toutes les études cliniques sur la duloxétine. Nous croyons en la transparence des données, quels que soient les résultats des études, pour protéger les patients qui utilisent nos médicaments et nos vaccins. C'est pourquoi nous mettons à disposition du public tous les résultats de nos études cliniques. Mais depuis des années, les antidépresseurs mis en avant dans la presse médicale peinent à tenir leurs promesses dans la réalité. Aucun ne s'est révélé totalement efficace dans le traitement de la dépression. À l'Université de Californie, George Slavich conduit actuellement une étude sur l'une des causes possibles de la dépression. Parmi les personnes confrontées à une épreuve difficile dans leur vie, telle qu'un deuil, une séparation ou un divorce, certaines d'entre elles seront plus susceptibles que d'autres de développer des symptômes dépressifs. La question, c'est pourquoi. Par quel mécanisme une expérience négative, telle qu'une dispute par exemple, se répercute-t-elle sur notre cerveau et notre corps, et nous fait-elle agir et penser autrement? C'est la question à laquelle nous essayons de répondre. George Slavich soumet les participants à des tests de stress. Ici, les tests sont conduits sur des adolescentes. 50% d'entre elles ont une mère souffrant de grave dépression. Pour mesurer leur taux de stress, les chercheurs ont établi un protocole particulier. Ils sont partis du principe que le stress social augmente chez l'individu lorsque celui-ci se sent repoussé ou dévalorisé. Tu te souviens quand tu es arrivé ici? On t'a posé certaines questions sur ta vie et on t'a filmé. À présent, on va montrer cette vidéo à Hillary. Et pendant qu'elle la visionnera, elle pourra cliquer sur certains boutons indiquant ce qu'elle pense de toi. Par exemple, elle pourra cliquer ici sur le mot « gentil » ou bien sur le mot « intéressante » ou « attentionnée ». Et toi, tu pourras voir les boutons sur lesquels elle clique. Le test est réalisé sous IRM afin que les chercheurs puissent mesurer l'impact du stress sur le cerveau des participantes. Quelles zones de leur cerveau sont activées lorsqu'on les juge ennuyeuses, paresseuses ou peu sûres d'elles? Afin d'obtenir des mesures comparables, les boutons sont les mêmes pour chaque adolescente et ils apparaissent dans le même ordre. Ce test a déjà permis à George Slavich et son équipe de faire une première découverte. Lorsqu'on expose un individu placé sous IRM à une expérience de stress social, on voit que certaines des régions du cerveau qui s'activent sont les mêmes que celles activées lorsqu'on expose un individu à une douleur physique, par exemple la chaleur. C'est un concept très intéressant parce qu'il nous amène à penser que le cerveau recourt à des mécanismes similaires pour traiter une expérience douloureuse, qu'elle soit physique ou sociale. Les chercheurs comparent ensuite les résultats de l'IRM aux résultats des tests sanguins.
Georges Slavitch avance l'hypothèse qu'une forte réaction du cerveau au stress pourrait entraîner une augmentation de son niveau d'inflammation. C'est dans l'histoire de l'évolution humaine que réside peut-être l'explication de ce phénomène. Au temps des premiers hommes, la lutte pour la survie était la première source de stress. L'homme est alors constamment sous la menace d'animaux sauvages ou de ses semblables. Son cerveau analyse en permanence son environnement. Lorsqu'un danger se présente, les muscles et le système cardiovasculaire sont activés, mais également le système immunitaire, pour se préparer à une éventuelle agression. Le corps produit et libère des substances inflammatoires avant même qu'il ne soit blessé. Ainsi, en cas de blessure, les bactéries et virus peuvent aussitôt être combattus. Les molécules responsables de l'inflammation ont également une autre fonction. En cas d'agression, elles signalent au cerveau d'économiser l'organisme afin qu'il consacre toute son énergie à la guérison. Au cours de l'évolution, ce processus a joué un rôle majeur. Tenu au repos, l'homme pouvait guérir plus facilement, mais aussi éviter de contaminer son entourage. Ces mécanismes biologiques existent encore, même si aujourd'hui les infections ne sont plus la conséquence d'un stress. Les facteurs de stress de la vie moderne sont avant tout d'ordre émotionnel. Donc, ce mécanisme existe bel et bien, mais nous n'en faisons pas vraiment usage. Le prix que nous payons pour nous prémunir d'une infection, c'est un risque accru de dépression. C'est comme conduire à plein régime sur l'autoroute alors qu'il n'y a aucune menace. En temps normal, si un problème survient sur la route, on accélère pour échapper à cette menace et une fois qu'on est hors de danger, on ralentit. C'est un processus d'adaptation. Si l'on conduit en permanence à plein régime, c'est peut-être bien, mais cela a un coût pour l'organisme. Les hormones du stress libérées en masse par l'organisme vont avoir d'importants effets sur les cellules du système immunitaire. En temps normal, celui-ci se régule de lui-même. Mais lorsque l'exposition au stress est permanente, le système immunitaire se dérègle. On sait aujourd'hui qu'une exposition durable au stress altère l'organisme. Mais quels effets a-t-il sur notre psychisme? Des journées de travail de 10 heures, parfois bien plus, pendant de nombreuses années. C'est à ce rythme effréné qu'Albert a travaillé. D'abord sur des chantiers, puis dans son commerce. Je ne jurais que par le travail. J'y consacrais mes journées entières. Je me disais, allez, tiens bon, ça va aller. Ma femme et mon entourage avaient remarqué que quelque chose clochait. Mais moi, je me voilais la face. Pendant longtemps, Sandra a elle aussi essayé de tenir bon au travail. Déclarée inapte au travail en raison de sa maladie, elle perçoit aujourd'hui une pension de retraite à seulement 45 ans. J'ai beaucoup de mal à gérer une situation de stress. Quand je dois faire face à plusieurs choses en même temps, je me sens vite débordée. Alors je dors mal et je commence à ruminer. Je suis quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité et de tout prévoir à l'avance. Dès que je dois gérer plusieurs choses à la fois, je perds facilement mes moyens. La capacité à gérer son stress diffère d'un individu à l'autre et se construit dès l'enfance. Une situation difficile ou un événement traumatique peuvent laisser en nous des marques profondes. Je n'ai pas vraiment le souvenir de moments heureux, mais plutôt de situations stressantes. Et je me sentais toujours différent. Quand j'étais encore petit, mes parents se sont séparés. Mon père était alcoolique et nous n'avions pas une bonne relation. Aujourd'hui encore, on ne s'entend pas très bien.
À l'école, j'étais le souffre-douleur et j'étais assez timide. Donc, tout ce contexte explique peut-être pourquoi je souffre de dépression. Mais je ne pourrai jamais en être certain. La violence, la perte d'un parent, le manque de sécurité affective. Il est aujourd'hui démontré que des expériences douloureuses vécues dans l'enfance laissent des marques durables sur le psychisme. On sait aussi qu'elles peuvent altérer les fonctions du système immunitaire. On sait maintenant que sur le plan biologique, cela se traduit par une persistance du processus inflammatoire. Un traumatisme qui a eu lieu dans la prime enfance peut encore avoir des effets 10 ou 20 ans plus tard sur le système immunitaire d'un jeune adulte. Lorsqu'un enfant grandit dans un environnement social où il y a beaucoup de problèmes, avec des parents instables ou dans un quartier dangereux, son cerveau va essayer de s'adapter à ce niveau de danger et porter une attention particulière aux différents types de menaces auxquelles il peut être confronté. Si ces menaces débouchent sur des altercations ou des blessures physiques, le cerveau va chercher à déclencher une réaction inflammatoire, ce qui semble logique. C'est une façon de préparer l'individu à une potentielle agression ou un éventuel danger. Cela pourrait expliquer pourquoi l'organisme reste ensuite en état d'alerte permanent, est plus sensible au stress et déclenche plus rapidement une réaction inflammatoire. En soumettant les jeunes femmes à un test de stress, les scientifiques cherchent à mettre en évidence cet état d'alerte accru du cerveau. Cet état d'alerte est comme une signature, un indicateur de la propension de notre cerveau à détecter les menaces dans un environnement social. Si nous réussissons à identifier cette signature neuronale, elle nous permettra peut-être d'évaluer la probabilité qu'une personne développe des symptômes dépressifs dans le temps. Alex n'a que 26 ans, mais la maladie lui a déjà presque tout pris. Il mène aujourd'hui une vie coupée des autres, sans amis, sans loisirs, sans travail. Depuis 11 ans, le jeune homme souffre de crises dépressives plus ou moins sévères. Dans les moments les plus sombres, il est parfois rattrapé par le désir d'en finir. Ce sont des moments très difficiles. Quand j'ai ces pensées, elles sont très violentes. Tout d'un coup, je ne ressens plus rien du tout. Je commence à avoir des pensées extrêmement négatives sur tout ce qui m'entoure, sur moi-même, le monde, les autres. Il y a eu des moments où j'avais perdu tout espoir en la vie et où je pensais que ça ne valait plus le coup de vivre. On a envie de vivre, mais pas comme ça, pas dans cette détresse. Et puis on ne veut pas être un fardeau pour l'entourage. On pense vraiment qu'on est une charge pour les autres. En Allemagne, environ 10 000 personnes se suicident chaque année. En France, c'est 9 000 personnes. Le suicide fait plus de victimes que la circulation routière, la drogue et la criminalité réunies. Dans plus de la moitié des cas, il est la conséquence d'une dépression. Le nombre des tentatives de suicide est 10 à 15 fois plus élevé. On estime qu'environ la moitié des patients souffrant d'épisodes dépressifs majeurs attendent à leur jour au moins une fois dans leur vie. Les antidépresseurs peuvent-ils prévenir ce risque de suicide? Les experts en doutent.
Des études de grande ampleur portant sur un groupe de 10 000 et même de 90 000 patients ont été conduites. Elles montrent très clairement que les patients auxquels on administre un antidépresseur commettent au minimum autant de suicides ou de tentatives de suicide que ceux prenant un placebo. Et pourtant, étonnamment, ils prennent un médicament censé traiter la dépression, qui est la cause principale de suicide. À cela s'ajoute le résultat de certaines études isolées qui montrent que le taux de suicide et de tentatives de suicide est même plus élevé chez les patients qui prennent un antidépresseur. Comment les laboratoires pharmaceutiques expliquent-ils ces résultats? Dans certains cas particuliers, il est possible que le patient ressente très rapidement les effets du médicament, sans pour autant surmonter son désarroi et son désespoir. Il peut éventuellement désinhiber ses pulsions suicidaires. Mais il serait erroné d'en conclure que le médicament pourrait être à l'origine de tendances suicidaires. Depuis de nombreuses années, les chercheurs tentent de décrypter les différentes facettes de la dépression, mais elles restent difficiles à cerner. Certains facteurs suspectés de favoriser la maladie attirent depuis peu l'attention des chercheurs. Par exemple, notre système digestif. Cette piste fait actuellement l'objet de recherches à l'Université de Californie de Los Angeles. Lors de ses consultations, Emran Mayer, gastro-entérologue et neurologue, rencontre souvent des patients souffrant non seulement de troubles gastro-intestinaux, mais aussi de dépression. Les deux affections pourraient-elles être corrélées? Une amélioration des symptômes dépressifs est du moins fréquemment observée chez le patient ayant changé de régime alimentaire ou pris un médicament pour traiter une inflammation de l'intestin. Emran Mayer en est convaincu. L'intestin n'exerce pas seulement une influence sur notre système immunitaire, mais aussi sur notre cerveau, car l'un et l'autre communiquent ensemble. L'intestin dispose de son propre système nerveux, le système nerveux entérique. Celui-ci s'organise en un réseau d'environ 100 millions de cellules nerveuses. La transmission d'informations se fait par les mêmes messagers que ceux du cerveau, des neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine, des composés métaboliques et des molécules inflammatoires. En cas d'inflammation de l'intestin, l'information est transmise par voie sanguine jusqu'au cerveau, lequel peut à son tour déclencher une réaction inflammatoire. L'information est acheminée par le nerf vagal qui s'étend du crâne jusqu'à l'abdomen. Elle atteint une zone précise du cerveau impliquée dans la régulation de nos émotions, le système limbique. Des milliers de milliards de micro-organismes peuplent notre intestin. Quel impact ont-ils sur la communication entre l'intestin et le cerveau? Une question à laquelle les chercheurs tentent progressivement de répondre. Une seule certitude, sans eux, l'homme ne pourrait pas vivre. Ils facilitent la digestion, stimulent le système immunitaire, produisent des vitamines, des hormones et des neurotransmetteurs. Comment les quelques 1000 espèces de bactéries qui colonisent notre intestin influent-elles sur notre cerveau? Jusqu'ici, les chercheurs n'ont pu qu'avancer des hypothèses. Selon Emran Mayer, une perturbation du microbiote intestinal pourrait avoir de graves conséquences sur nos fonctions cérébrales. Nos nouveaux modes alimentaires axés sur la restauration rapide pourraient en partie expliquer la prolifération de certaines de ces bactéries dans notre organisme. Consommés en abondance, les aliments industriels, les graisses animales, le sucre, les émulsifiants et autres additifs augmentent le nombre de certaines bactéries, notamment impliquées dans les réactions inflammatoires. La viande produite industriellement comporte un autre facteur de risque, les antibiotiques. Il est fort possible que la persistance d'une inflammation s'explique par le fait que nous consommons des antibiotiques tout au long de notre vie. Non seulement lorsque nous sommes malades, mais aussi à travers des aliments tels que le poulet, les crevettes ou le bœuf. Les éleveurs leur administrent de très fortes doses d'antibiotiques et lorsque nous les mangeons, ils contiennent encore des résidus. Nombre d'entre nous consommons de faibles doses d'antibiotiques tout au long de notre vie, ce qui a probablement des effets non négligeables sur la diversité microbienne de nos intestins.
Une perturbation de ce fragile équilibre microbien peut entraîner des inflammations chroniques et une infection de la muqueuse intestinale. L'intestin est dans un état pro-inflammatoire. Il est plus perméable, ce qui permet à un plus grand nombre de molécules inflammatoires de pénétrer dans le système immunitaire et de l'activer. Il n'y a pas besoin d'une infection ou d'une maladie auto-immune pour ça. Un simple changement de régime alimentaire peut avoir un effet similaire. Certaines maladies telles que la dépression pourraient donc être favorisées par un régime alimentaire inadapté. La clé, consommer plus de fruits et légumes. Les fibres qu'ils contiennent sont assimilées par les bonnes bactéries de notre intestin et transformées en acides gras à chaîne courte, lesquels ont une action anti-inflammatoire. Le poisson est un autre allié précieux. Des études récentes mettent en évidence l'action bénéfique des oméga-3 sur la dépression. Nous sommes ce que nous mangeons, dit le dicton. Pour Sandra, ce ne sont pas que des mots. Elle aussi pense qu'une alimentation saine peut influer sur sa maladie. Mais lorsqu'elle est au plus mal, les bonnes intentions s'envolent. Dans ces moments-là, tout le quotidien est compliqué. Et je n'ai pas la tête à préparer un bon petit plat. J'avale tout juste un bout de pain avec du fromage ou ce que je trouve dans le frigo. Bien se nourrir n'est pas toujours simple. Et pourtant, ce n'est qu'avec une alimentation saine et régulière que les bonnes bactéries de notre intestin peuvent survivre. Si on fait attention à ce que l'on mange et qu'on adopte un régime alimentaire équilibré tout au long de sa vie, ça aura très probablement un effet sur la flore microbienne de l'intestin. Cela permettra par exemple d'agir sur le niveau d'inflammation. Ça marche dans les deux sens. On peut aggraver, mais également atténuer la dépression en agissant sur le corps. À partir de là, on peut imaginer tout un tas de traitements autres que les médicaments. Par exemple, un changement du mode de vie ou des habitudes alimentaires. On agit sur la dépression en agissant sur le corps. Il semblerait même que non seulement notre mode de vie, mais également notre façon de percevoir le monde puisse influer sur le processus inflammatoire. En focalisant notre attention sur des situations stressantes et négatives, on se plongerait soi-même dans un état de stress chronique. Si le stress est facteur d'inflammation et que l'inflammation est facteur de dépression, ne pourrait-on pas aider les gens à modifier leur perception du monde afin d'inverser ce processus? Nous venons de rédiger une analyse portant sur une quarantaine d'études. Celle-ci montrait que les individus qui suivent une thérapie présentent un taux d'inflammation dans le sang moins élevé et une augmentation de certaines valeurs du système immunitaire bénéfiques pour la santé. Une confirmation de ces résultats par d'autres études permettrait de mesurer ce que beaucoup de patients constatent déjà, l'action bénéfique des thérapies cognitives sur leur santé. Pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Il y a 3 ans, après un séjour à l'hôpital, j'ai participé à une thérapie cognitive de groupe. J'ai alors découvert cette méthode et au cours des 3 dernières années, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. On travaille sur la conscience de soi, sur ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on juge, surtout ce qui est lié à l'acceptation de soi et à la haine de soi qu'on ressent parfois quand on souffre de dépression. Peu à peu, Sandra apprend à ne plus se laisser envahir par des pensées sombres et à apprécier les choses belles et positives. Son plus grand souhait, devenir elle-même thérapeute en pratiquant la réduction du stress basée sur la pleine conscience, afin d'aider les autres à ne pas tomber dans la spirale de la dépression. Mais une question centrale reste en suspens. Pourquoi le stress conduit-il seulement certains individus à la dépression?
Les tests de stress ont permis à George Slavich d'identifier une région du cerveau qui pourrait être impliquée dans ce processus. On voit sur ce graphique que les individus présentant une forte activité cérébrale dans cette zone, lorsqu'on les soumet à un stress social, sont aussi ceux dont la réponse inflammatoire est la plus importante. Si dans leur vie quotidienne, ces personnes réagissent de façon similaire au stress social, c'est-à-dire avec une augmentation de l'activité cérébrale et de la réponse inflammatoire, elles risquent à terme de développer des symptômes dépressifs, voire même de connaître un épisode dépressif. Si cette hypothèse venait à se confirmer, des tests sanguins et une IRM du cerveau pourraient peut-être aider à diagnostiquer une dépression et même empêcher sa survenue. Une thérapie préventive pourrait alors être proposée aux patients dont le risque de développer une inflammation et une dépression est élevé. Mais aujourd'hui déjà les places sont limitées. Nombre de patients doivent attendre plusieurs mois avant de pouvoir suivre une thérapie. La solution envisagée par les chercheurs, une thérapie sans thérapeute. Mon principal objectif pour le reste de ma carrière, c'est d'essayer de concevoir et développer un dispositif thérapeutique qui n'aide pas seulement quelques personnes, mais un très grand nombre de personnes. Une aide dont chacun pourrait bénéficier à tout moment, par le biais d'une application mobile. Smartphones et montres intelligentes pourraient enregistrer le niveau de stress des patients et leur donner des conseils. Dans un premier temps, les patients auront peut-être une drôle d'impression en entendant cette voix, qui leur dira de respirer moins vite, de se concentrer sur leur respiration et de se recentrer sur l'instant présent. Mais la vérité, c'est que de toute façon, les personnes dépressives ont en permanence une voix négative dans leur tête. Donc notre rôle en tant que médecin, c'est soit de changer cette voix négative qui maintient la personne dans un état dépressif, soit de mettre à sa disposition une autre voix qui lui offre une perspective différente. En complément de ces thérapies, une majorité de patients devra poursuivre un traitement médicamenteux. Depuis l'été 2016, une nouvelle étude est conduite à l'hôpital universitaire de la Charité à Berlin. Les chercheurs sont partis d'une idée simple. Si la dépression d'un patient est causée par des inflammations, pourquoi ne pas lui administrer des médicaments anti-inflammatoires? Albert est l'un des premiers à participer à l'étude. Venir ici n'a pas été une décision facile. Mais les antidépresseurs ne lui étaient d'aucune aide et son état était critique. Albert a alors placé tous ses espoirs dans la recherche. Un médicament dénommé minocycline est administré pendant 6 semaines aux participants. Commercialisé depuis plusieurs années comme antibiotique, il agit aussi contre les inflammations et pénètre facilement dans le cerveau. Nous effectuons actuellement des recherches plus précises afin de trouver le médicament le mieux adapté à chaque patient. Quand on traite un groupe de patients chez lesquels les processus inflammatoires semblent jouer un rôle important, il paraît logique de leur donner un anti-inflammatoire en première intention. Des antibiotiques comme nouvelle piste thérapeutique, ceux-là même qui détruisent le microbiote intestinal et se révèlent de moins en moins efficaces. Le pari des chercheurs, mettre au point un antibiotique qui ne détruise pas totalement ces bactéries et permettent leur reconstitution rapide à l'issue du traitement. Reste à savoir si un tel médicament agirait vraiment contre la dépression. Dès la première semaine, j'ai senti un changement. J'avais de nouveau envie de faire un peu de jardinage, ce qui ne m'arrivait plus du tout. Avant ça, je ne faisais plus rien. Puis je me suis senti de mieux en mieux, et aujourd'hui, je vais très bien. Les comprimés qu'Albert a pris durant 6 semaines contenaient-ils le médicament ou un simple placebo? À ce jour,
personne ne le sait. 160 patients participent actuellement à l'étude dans 7 cliniques différentes. Ce n'est qu'à l'issue de celle-ci que chacun saura à quel groupe il appartenait. Mais Albert est convaincu d'avoir pris le médicament. Pour la première fois, après des années de souffrance, il a senti un changement s'opérer en lui. Je me suis senti de mieux en mieux. J'ai pris le traitement pendant 6 semaines. Ça fait maintenant 2 mois que j'ai arrêté et je me sens toujours aussi bien. Je n'ai pas eu de rechute. Ça aurait pu très mal se terminer. Je m'en suis sorti de justesse. Le rêve des chercheurs, prévoir l'efficacité d'un médicament sur un patient avant même de commencer le traitement, et ainsi lui épargner une succession d'échecs thérapeutiques et d'effets secondaires. Première étape, les chercheurs filtrent le sang des patients pour en extraire certaines cellules spécifiques. Une fois modifiées, celles-ci sont quasi identiques aux cellules immunitaires du cerveau. Une fois que ces cellules ont été prélevées sur les patients, nous pouvons les traiter avec différentes concentrations de minocycline, mais également tester d'autres substances anti-inflammatoires. Ensuite, nous regardons comment réagissent les cellules de chacun des patients à ces traitements. Et c'est en fonction de ces résultats que nous pouvons évaluer l'efficacité de tel ou tel traitement pour chacun des patients. Un nouvel espoir se dessine. Si l'étude venait à démontrer l'efficacité de la minocycline dans certaines formes de dépression, celle-ci pourrait bientôt constituer une alternative aux traitements actuels. Il faut en revanche plusieurs années d'essais avant de mettre sur le marché un nouveau principe actif agissant de façon ciblée sur la maladie. Pendant longtemps, les antidépresseurs ont assuré d'importants gains financiers aux laboratoires pharmaceutiques. Une partie de ces bénéfices a-t-elle été investie dans le développement de nouveaux médicaments contre la dépression? Pour l'heure, aucun des grands leaders du marché ne semble en avoir fait une priorité. La recherche d'un traitement médicamenteux de la dépression a été encouragée pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, ce domaine est passé à l'arrière-plan. Nos activités de recherche se concentrent sur d'autres domaines. Certains espèrent toutefois développer de nouveaux médicaments contre la dépression en misant sur d'autres axes de recherche. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, GSK explore les pistes de la recherche fondamentale selon lesquelles il existerait un lien entre le système immunitaire et les troubles de l'humeur. L'étude dirigée par Carmine Pariante à Londres s'inscrit dans ce projet commun de recherche. Celle-ci se décline en 2 étapes. Premièrement, identifier les mécanismes immunitaires impliqués dans la survenue d'une dépression. Deuxièmement, trouver des principes actifs empêchant l'action de ces mécanismes. 7 universités britanniques, mais également plusieurs firmes pharmaceutiques concurrentes, participent à l'étude. C'est une façon de procéder assez inhabituelle. Nous mettons en commun nos données et nos molécules afin que chacun puisse s'en servir. Et cela fonctionne plutôt bien. Il s'agit d'un domaine de recherche extrêmement complexe. Et si on veut innover dans ce domaine, il faut travailler ensemble pour faire avancer la science. Et si la science avance, tout le monde avance. Durant une année, les chercheurs vont collecter une importante quantité de données. Ils s'assurent au préalable que chaque patient, comme Alex, répond aux critères de l'étude en le soumettant à un questionnaire détaillé. Ils tenteront ensuite d'identifier ce qui différencie des patients tels que lui d'autres patients dépressifs. Pour déceler les dysfonctionnements du système immunitaire des patients, ils recourent à plusieurs techniques. IRM, analyse de salive, de sang et du liquide céphalorachidien. Carmine Pariante et son équipe ont déjà fait une première découverte. Nous avons pu mesurer les niveaux de 2 types de cytokines,
Ce sont les principales substances utilisées par les cellules du système immunitaire pour communiquer entre elles. Nous avons réussi à déterminer à quel niveau de cytokine les patients ont les meilleures chances de répondre aux antidépresseurs. Il y a différents seuils. Pour les patients qui n'ont pas de cytokine ou un niveau très bas, nous avons pu déterminer que 100% d'entre eux avaient une chance de répondre aux antidépresseurs classiques. En revanche, parmi ceux qui ont des niveaux plus élevés, nous avons pu identifier ceux qui n'avaient aucune chance d'y répondre. Les chercheurs doivent à présent étudier la faisabilité de leurs tests sanguins. Pratiqués par les médecins, celui-ci pourrait épargner à de nombreux patients de prendre inutilement des antidépresseurs. Assimilée pendant plusieurs décennies à une maladie psychique, la dépression pourrait un jour être combattue grâce aux moyens de la médecine moderne. Des tests sophistiqués et des thérapies sur mesure. C'est du moins ce qu'espèrent les chercheurs. Ce que nous souhaitons à terme, c'est une psychiatrie personnalisée qui permette de donner à chaque patient le traitement le plus adapté. Et c'est en étudiant le système immunitaire que nous y parviendrons. J'espère qu'un jour on pourra dire « j'ai une dépression », de la même manière qu'on dit aujourd'hui « j'ai un rhume », et qu'on n'ait plus à en avoir honte ou à s'en cacher. L'une des options serait que l'industrie pharmaceutique développe de nouveaux anti-inflammatoires dont les personnes dépressives pourraient bénéficier. Mais il existe déjà quantité d'autres moyens d'agir contre la dépression, comme par exemple changer de régime alimentaire ou d'habitude de sommeil. J'espère que la recherche trouvera de nouveaux traitements, différents des antidépresseurs actuels, et qu'ils pourront aider d'autres personnes.